Individuel, c'est vrai, mais au niveau des mécanismes aussi qui permettent de réduire ce type de phénomène. Est-ce qu'il y a une prise en conscience, cette remise en cause qu'il faut aujourd'hui ramener les vraies valeurs? C'est l'élite qui est responsable. C'est-à-dire dans toute société, hein, on le voit. Vous voyez, vous savez, en marketing, on nous appelait quand on faisait nos cours d'économie pour vendre les grès en France. Le grès, c'était faire avec la terre, c'était les paysans qui l'utilisaient. Mais quand l'industrie s'y est prise pour vendre ses assiettes, ses services en grès, il se débrouille pour que l'élite et l'aristocratie l'utilisent et la population suit. Donc, dans toutes les cultures du monde, l'élite joue un rôle fondamental. À un moment donné, ce sont les marabouts, les confréries qui ont joué ce rôle de modèle. Ce qui fait que tous les Tchèdos ont laissé tomber leur manière de faire pour avoir comme référence Ahmadou Bamba, El Hadji Malick, etc. Mais aujourd'hui, les modèles, c'est qui? C'est ceux qu'on voit à la télévision. C'est ce qu'on voit tous les jours. Et qui est-ce qu'on voit à la télévision? Les lutteurs, les politiciens. Les politiciens. Encore que les lutteurs, il ne faut pas qu'on leur jette la pierre aussi. C'est les politiciens, parce que les lutteurs, qu'est-ce qui fait ce phénomène de la lutte aussi? Mais c'est les politiciens. Parce que c'est les politiciens qui cherchent, parce que c'est toujours parrainé par un politicien. Donc, c'est la logique politique politicienne qui domine aujourd'hui pour avoir le contrôle du pays, pour avoir le contrôle des ressources, non pas pour développer en termes d'abnégation, d'avoir un don pour son pays et lui permettre de s'en sortir, mais d'avoir ce statut pour dire je suis le meilleur, je suis au-dessus des autres. Et donc, ce sont des valeurs factices qui sont là. Et je pense que moi, je suis de toute façon optimiste. Cela ne peut pas continuer parce que le pays n'ira pas jusqu'à sombrer. Mais parce pourquoi des fois ceux qui vont se battre pour ramener ces vraies valeurs de Djom et de Kersa, comme vous le dites, pour ramener la société à l'endroit, ils sont combattus? Pourquoi ils sont combattus? Qui les combat? Donnez-moi un exemple, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'ils sont combattus. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un rapport de force. C'est-à-dire ceux-là qui sont porteurs de ces valeurs n'ont pas les moyens d'amplifier simplement leur discours et leur manière de faire. Par contre, c'est les autres qui ont les moyens aujourd'hui de contrôler les médias, de faire passer leur position. Et la jeunesse et les enfants, en fait, ne peuvent plus, ce n'est plus l'espace familial qui éduque, mais c'est l'espace collectif qui est en fait l'espace médiatique. Et donc, voilà, moi je pense que c'est vous, médias, qui avez un rôle fondamental. Si vous décidez de changer les choses, vous pouvez le faire. S'il y a une conscience au niveau de vos médias, si vous décidez par exemple de dire nous ne passerons plus une lutte où effectivement il y a de la violence, si vous les boycottez, qui va les voir et qui va aller le regarder, ce sera terminé. Donc vous avez un rôle essentiel, mais vous n'êtes pas les responsables. Une fois de plus, je dis, le responsable, c'est ceux-là à qui la population a confié les rênes et l'orientation de la nation. C'est à eux que nous devons demander des comptes. Tous les autres sont des mécanismes par lesquels on peut atteindre les objectifs qu'on veut. Et ils ont peut-être des niveaux de responsabilité, mais des responsabilités qui ne sont pas totales. Vous avez posé la question des marabouts. On a vu que les marabouts, les guides qu'on connaissait, les Cheikh Ahmadou Bamba, les El Hadji Malick Sy, c'était des modèles. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit dans l'arène, dans l'espace public, oui, les valeurs qui véhiculent. Oui, mais c'est parce que ce sont les politiques qui sont allés chercher les marabouts dans leur propre espace. Quand je dis marabouts, ce n'est pas les guides, parce qu'ils n'ont pas le temps des gens. Ils sont là en train ils sont plus proches de Dieu qu'autre chose. Mais en fait, ils sont allés chercher les acteurs religieux, les familles est très élargie, c'est eux qui sont allés les chercher pour les mettre dans l'espace politique. Donc on ne va pas aussi dire que c'est les marabouts qui sont responsables. À mon avis, eux, ils restent dans leur domaine. C'est quand ils ont besoin d'électorat que l'homme politique va aller, et à la limite parfois il sème la zizanie dans les familles religieuses. Donc pour moi, en dernière analyse, la responsabilité elle est politique. Mais il y a un débat qui est posé au Sénégal, sociétal pratiquement, de société, c'est la question de l'homosexualité aussi dans ce pays. C'est une question qui est agitée, on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui cette question fait une ressurgence dans le débat politique. Bon, ça dans le débat politique, parce que c'est devenu un problème en Occident, tout simplement, c'est le problème de l'Occident. Et nous sommes dans un espace monde où effectivement on n'est pas en vase clos. Mais cette question-là, ça fait des années que l'espace international l'agite. Quand on est revenu de Beijing, c'est-à-dire quand on faisait Beijing, la conférence de Beijing 95 en Chine, les femmes africaines ont refusé systématiquement ce type de débat sur les orientations sexuelles. C'est comme ça qu'on le posait. Parce qu'elles disaient, nos problèmes à nous, c'est des problèmes de développement. Et je me souviens d'Aminata Traoré, ancienne ministre de la Culture du Mali, oui, qui disait, j'en ai marre qu'on regarde en dessous de nos pagnes.
elle invectivait les Occidentaux en leur disant arrêtez de regarder en dessous de nos pagnes. S'il y a, certes, par exemple, des problèmes d'excision, nous les réglerons chez nous. À l'époque, c'était la question de l'excision. Alors, il faudrait qu'on arrive à des temps de maturité où chaque peuple s'assume. Moi, je suis anthropologue et je dis que dans ma discipline, nous disons que toute société est faite d'interdits. C'est pourquoi on interdit l'inceste. Absolument. Ce qui différencie la société humaine de la société animale, ce sont les interdits. Les interdits pour l'inceste, pourquoi? Parce que c'est la dégénérescence de l'espèce. Parce que nous savons que si les gens ne se renouvellent pas et que vous continuez à vous marier entre familles, ça va être la dégénérescence de l'espèce. C'est ce que la science a démontré. Mais quand on va au-delà de la question de l'homosexualité, du point de vue, on dit acte contre nature, parce que si les hommes devaient se marier entre les hommes et les femmes entre les femmes, il n'y aurait plus de reproduction de l'espèce. Absolument. Nous étions au Forum social de Tunis au mois de juin, où pas au mois de juin, au mois de mai, où enfin, je ne sais plus, où les lobbies homosexuels sont venus nous discuter avec nous sur les questions de genre et les questions d'homosexualité. Et nous leur avons expliqué que chaque culture s'assume en fonction de son projet et de ce qu'il veut faire. Pour le moment, nous, nos questions, c'est des questions de développement. Et nous leur avons expliqué, même si nous parlons d'égalité de genre, quelle est la source, la racine commune et pourquoi il y a eu déviation. La racine commune, c'est que ce sont des anthropologues qui, dans les années 30, ont quitté la Grande-Bretagne pour aller en Nouvelle-Guinée-Papouasie. C'est Margaret Mead qui a découvert que les femmes, là-bas, les hommes langeaient les bébés. Et c'est comme ça qu'elle a sorti le concept de rôle social ou de sexe social. Alors, mais ces thèses ne vont être publiées qu'en 1950. Et c'est là où des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes s'emparent de la théorie. Quelqu'un qui travaillait sur l'intersexualité, c'est-à-dire les hermaphrodites, avec le fameux, il y a une question qui est très connue, qui est John John. C'est-à-dire ces deux jumeaux qui avaient qui avaient des problèmes de santé. L'Occident ne fait pas la circoncision, mais en cas de santé, on le fait à l'enfant. Et on a décidé de les circoncire, mais ça s'est mal passé pour le premier. On a coupé son zizi. Et les familles étaient désemparées. Ils sont allés interpeller ce spécialiste. Il leur a dit, il n'y a pas de problème, parce que de toute façon, l'identité sexuelle, parce qu'il reprend la thèse de Margaret Mead qui disait que l'identité de genre, c'est-à-dire le rôle masculin-féminin, est une construction sociale, parce que le fait de laver un enfant, ça ne se fait pas en Grande-Bretagne, mais voilà qu'ici, les hommes lavent. Donc, ça veut dire que ces questions-là, l'identité de ce que fait un homme ou ce que fait une femme, c'est la société qui en décide. Lui, il reprend ces théories à son compte pour l'amener dans le génétique, pour dire, même le fait d'être un homme ou une femme, c'est une construction. Alors, on décide de faire des injections au bébé pour lui donner des hormones plus ou moins féminines, mais cet enfant était un homme. Et lui, dans ses revues scientifiques, il a fait des publications comme quoi son expérience était valable. Mais c'est après qu'on va découvrir la supercherie, parce que cet enfant-là finira par se suicider à l'adolescence parce qu'il n'a pas accepté cette ambivalence. Et en même temps, à la même période, il y a un autre spécialiste, un psychanalyste ou psychiatre à l'époque, qui reprend les mêmes théories pour l'appliquer à l'homosexualité. Voilà pourquoi l'Occident, sur ces questions, s'intéresse davantage aux questions d'homosexualité, alors que pour les Africaines, on est plus sur les thèses de Margaret Mead, c'est la question de construction sociale, de rôle et de responsabilité dans les sociétés. C'est pourquoi c'est les questions de développement qui les intéressent plus que les autres. Donc, entre l'Occident et le reste, il y a une déviation. Mais c'est la responsabilité des chercheurs africains d'aller au-delà, parce que les concepts n'appartiennent à personne, la science n'appartient à personne, c'est le produit de l'humanité. C'est aux Africains aussi de produire suffisamment pour faire face à ces thèses et se confronter au monde occidental pour faire le développement des idées qui leur reviennent. Donc voilà, donc la question de l'homosexualité, c'est un débat aujourd'hui pour le monde occidental. Peut-être qu'ils ont des contradictions qui justifient quel est leur problème. Ce n'est pas notre problème. Et d'ailleurs, nous leur rétorquons, puisque vous n'acceptez pas la polygamie pour vous, acceptez que les autres aussi refusent l'homosexualité. Donc, et le débat est clos avec le monde occidental. Maintenant, les organisations dites de droits de l'homme, qui sont souvent interpellées, jusqu'où va leur combat? Il faut différencier
le combat de l'individu en tant qu'être humain, qui est, quelles que soient ses orientations, ses difficultés, est un être humain, et la question de dire, voilà les droits des homosexuels dans nos pays qui doivent se marier, etc. Je crois que c'est des questions qui ne se poseront jamais au Sénégal. Oui. L'autre question qui se pose, c'est un débat aujourd'hui au pays. On parle de plus en plus de réformes institutionnelles par rapport à la gestion du pays. Le mandat du président de l'Assemblée nationale, c'est un débat qui est posé au Sénégal. Certains disent que le mandat du président de l'Assemblée nationale doit aller à 5 ans, comme le mandat du président de la République. D'autres aussi disent que oui, les 1 an, il faut le laisser comme tel. Oui, mais ça, c'est une question de débat politicien. C'est entre eux. Moi, je me dis, donc les textes, on les change en fonction des objectifs, de qu'est-ce qu'on veut atteindre pour les intérêts du moment. Donc la politique a toujours été cela et n'est que cela. Maintenant, c'est à eux d'évaluer qu'est-ce que ça va leur coûter, quel est le prix à payer. Et donc c'est un jeu de politique et qui n'est pas... Mais seulement, le Sénégal doit quand même réfléchir sur la stabilité de ses institutions. Est-ce qu'on doit continuer à accepter que pour des intérêts du moment, que les règles du jeu soient changées à tout moment? C'est inacceptable. Les règles du jeu doivent être les règles du jeu. Maintenant, dans ce débat, il y a des pour et des contre. Et chacun a son argument. Il y a quelqu'un qui pose le débat comme quoi tous les députés sont d'égale dignité, au nom de quoi le président de l'Assemblée nationale peut avoir un mandat par rapport distinctif de ceux du bureau. Mais on peut aussi lui rétorquer que le président de l'Assemblée nationale, c'est aussi la deuxième personnalité de l'État. Ce n'est pas l'ensemble des parlementaires et des députés. Je crois qu'il est important que les Sénégalais reviennent à l'orthodoxie et trouvent un consensus avec des institutions qui ne valsent pas à chaque fois au gré et aux volontés d'un individu. Et ce serait très dangereux pour nous. Mais l'impression qu'on a, c'est que le Sénégal aujourd'hui est une sorte de division où le consensus n'est pas là, chacun défend ses intérêts. On ne pense pas aux Sénégalais en tant que tel dans tout ça. Oui, c'est très bien, c'est vrai, le constat est là, mais ceux qui le feront se mordront les doigts. On va vers de plus en plus une population éveillée grâce aux médias. Cette fois-ci, il faut vraiment saluer et féliciter ce que font les médias. Nous sommes une population politique très mûre. Il suffit d'aller dans les marchés. Le meilleur endroit pour un sociologue de comprendre ce qui se passe au Sénégal, c'est d'aller à Sandaga et d'écouter leurs analyses et leurs réflexions. Donc, il y a une maturité politique réelle qui existe. Penser qu'on continuera à tromper, comme disait tout le temps tout le peuple, ce n'est pas possible. On peut le tromper une partie du temps ou une partie du peuple, mais pas tout le peuple tout le temps. Et les gens finiront par se mordre les doigts. C'est pourquoi vous voyez ces mauvaises sorties au bout du compte. Des gens qui ne savent pas qu'il est temps de partir, parce qu'à un moment donné, les populations, de manière enthousiaste, quand quelqu'un vient avec un discours, nous sommes tous très sensibles au Sénégal. On est un pays d'orateurs. Quand quelqu'un vous vient avec un beau discours, vous lui faites confiance. Mais les gens savent observer et sont d'une très grande lucidité. Et au moment où ils vous liquideront, vous ne vous en rendrez pas compte. Il y a un excellent film qui touche Mobutu Sese, un film qui fêtait les 10 ans d'arrivée de sa destitution. En fait, ce n'est pas lui qu'on fêtait, mais c'était son successeur. Mais dans ce film, vous voyez le même peuple qui a accueilli Mobutu, qui, moins de 2 semaines après, l'a renvoyé à l'aéroport, l'a rejeté hors du pays. Donc, il faut se méfier du peuple en pensant que à travers les manifestations exuberantes qu'ils font pour vous, qu'ils sont avec vous, souvent c'est ça que les politiques ignorent et parfois c'est là où ils ont des surprises. Au moment où ils pensent qu'ils ont des popularités parce que tout le monde sort et les fête, et ils se rendent compte qu'au lendemain des élections, qu'il y a un désamour qui est là. Donc, c'est une lucidité de voir qu'aujourd'hui, plus personne ne peut rester plus de 10 ans dans ce pays. Parce que c'est de nouvelles générations qui viennent, qui vont avoir la carte d'électeur et qui sont moins sensibles à la hiérarchie. Parce ils sont dans la galère, ils sont dans la misère totale, ils n'ont pas le temps d'écouter leurs aînés. Ils ne verront que leurs propres intérêts. Mais justement, vous parlez tantôt de nouveaux Sénégalais. Ce concept a été un peu développé par les jeunes Janamar, le nouveau type de Sénégalais. Aujourd'hui, est-ce qu'on est dans ce nouveau type de Sénégalais? Oui, on a l'impression qu'on reprend les mêmes choses. Non, mais c'est un processus. Je crois qu'il n'y a pas... Les mutations sont là. C'est qu'on ne les voit pas tout d'un coup.
Si on analyse le Sénégal des années 80 et le Sénégal d'aujourd'hui, c'est tout à fait différent. On est dans un autre pays. Même si dans les apparences, on pense qu'on n'a pas changé, on ne peut pas rester indemne avec tous ces problèmes que nous vivons, des problèmes de crise, des problèmes de malgouvernance, des problèmes de plus en plus. Les gens prennent conscience qu'ils n'acceptent plus d'avoir des personnes qui sont là et qui vivent sur leur dos et qui les utilisent. Et les gens n'acceptent plus de sortir. Donc même quand les gens sortent, vous avez vu, avant c'était généreux. Il y a une cassette qu'il serait intéressant de réécouter de Aram Diène, qu'il avait fait avec Feu Chérif El Khalid Sey, et qui expliquait son parcours politique, en expliquant comment son père, en réalité, c'était eux qui aidaient Senghor. Elle ne recevait pas de l'argent de Senghor. Et vous voyez, les acteurs politiques aujourd'hui, la relation, c'est une relation marchande avec le pouvoir. Et malheureusement, c'est cela qui va continuer jusqu'à quand? Jusqu'à ce que de nouvelles générations décident de mettre ce pays sur les rails. Et je pense qu'il ne faut pas désespérer. Vous pensez que les changements ne sont pas difficiles dans nos pays? C'est très difficile de changer les choses. Les gens ont des habitudes. Les changements, c'est les faits et les conditions qui amènent le changement. Le changement, ce n'est pas un discours. Le changement, c'est le vécu. Et à partir du moment où il y a des mutations dans le vécu liées à des modes de gestion qui appauvrissent de plus en plus les populations, forcément ces gens-là prendront leurs responsabilités. Madame Fadou Sow Sarr, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes sociologue, directrice du laboratoire Jean l'IFAN, l'Institut fondamental de l'Afrique noire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été avec nous pour analyser la société sénégalaise. Merci à Théroubi qui nous a reçus dans ce jardin. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.